Face aux demandes pressantes des médecins, je passe sur une table d'opération pour une opération de castration et sans même conserver mes gamètes. Donc, à ce jour, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Bonjour, je m'appelle Damien, j'ai 24 ans, je suis hétérosexuel et malgré tout, à cause des discours transactivistes et LGBT, je me suis lancé dans un changement de sexe que j'ai ensuite regretté. Dans les alentours de 2016-2017, j'ai entamé une procédure de transition. De base, j'étais un enfant qui venait d'une famille plutôt stable et aimante. J'étais bien entouré, j'avais des amis. J'allais au lycée, je partais en vacances avec mes amis. Mais j'avais un état qui pouvait se rapprocher d'un état dépressif, comme beaucoup de jeunes peuvent le vivre à cette période de leur vie. En 2017, alors toujours dans cet état dépressif, je tombe sur beaucoup de contenus qui étaient alors en plein essor sur Internet, des contenus principalement anglo-saxons, mais qui ensuite sont passés en français, qui étaient principalement des contenus soit sur les réseaux sociaux, soit des contenus de vidéastes, et qui faisaient une promotion des problématiques trans qui étaient à la mode aux États-Unis. À cette époque, autant sur Internet que dans la vie de tous les jours, on a des influences qui, eux, sont totalement perméables à ces nouvelles idéologies. Et sur des petits riens, des petits détails, par exemple avoir un physique androgyne, être un homme aux cheveux longs, ou aimer des choses qu'on rapproche parfois du féminin, on nous met directement dans la case trans. On me disait par exemple, Damien, tu as les cheveux longs, Damien, tu es sensible, etc. Tu devrais te poser des questions sur ta transsexualité, car ce n'est pas normal qu'un homme fasse ça. Souvent d'ailleurs, ces discours venaient de personnes se disant féministes et qui voulaient détruire ou déconstruire les stéréotypes de genre, mais finalement les renforcer en stipulant qu'un homme ne peut pas avoir de petits traits féminins ou une femme ne peut pas faire des activités dites masculines. La transition, que l'on voit parfois comme un soin à ce qu'on appelle la dysphorie de genre, était par ces militants assez instrumentalisée à des fins politiques. En fait, il y avait énormément de culpabilisation, notamment envers les hommes blancs, les hommes hétérosexuels, et la masculinité en elle-même. Ça veut dire qu'on disait des choses qui allaient jusqu'à la vie intime, comme l'acte de pénétration qui serait un acte purement patriarcal, des activités masculines qui seraient à déconstruire et à arrêter. Sur Internet, sur des forums spécialisés de militants trans, on me donne des listes déjà préconçues, toutes faites, de psy extrêmement laxistes sur les diagnostics, qui en fait font plus des diagnostics expéditifs de dysphorie de genre, sans vraiment vérifier la dite dysphorie chez les personnes. Je me rends donc chez un de ces thérapeutes, et je prends moi-même l'initiative de faire durer la thérapie. Je reprends des séances. Car en fait, si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu avoir mon diagnostic immédiatement le jour 1 de la thérapie. Pendant les séances, la thérapeute était beaucoup dans des formes de culpabilisation, notamment de mes proches qui se posaient certaines questions, qui n'étaient pas forcément hostiles à ma volonté de faire une transition de sexe, mais qui émettaient simplement des interrogations sur les dangers liés à la santé, les dangers liés à la vie de tous les jours, etc. Mais cette thérapeute, et comme beaucoup de militants à la fois dans la vie réelle comme sur Internet, me disait que le problème était directement mes proches. Le problème était directement les gens qui se souciaient en fait de moi et de mon cas car ils m'aimaient. Et donc, directement, on m'apprenait à les accuser sur la moindre petite erreur ou interrogation de transphobie et à les détester. Je débute donc une transition à la fois sociale et médicale. Très rapidement, après mes premières prises d'hormones, on va me proposer des opérations, notamment celle de changement de sexe. Et là, il n'y a aucun garde-fou. Ça veut dire qu'on est immédiatement influencé à le faire. Les chirurgiens pensent surtout et avant tout à l'argent qu'ils vont se faire sur les opérations, plutôt qu'aux soins qu'ils vont prodiguer. Ces professionnels de santé, d'ailleurs, qui parfois reprennent des discours militants et des éléments de langage militant, sont extrêmement cyniques, notamment sur les étapes de castration. Ils nous disent par exemple que les enfants ne sont pas vraiment importants et du coup nous font signer des papiers ou des préavis très rapidement. À cette époque, je suis jeune, je sors de l'adolescence, je suis dans des états dépressifs, je ne pense évidemment pas à faire des enfants, car je ne vois pas du tout, je n'ai pas du tout de vision à long terme. Face aux demandes pressantes des médecins,
je passe sur une table d'opération pour une opération de castration et sans même conserver mes gamètes. Donc, à ce jour, je ne pourrai plus avoir d'enfant. À aucun moment dans ce processus, je me retrouve dans une salle avec quelqu'un de compétent qui me dit « réfléchis bien ». Sur tous les risques liés à la santé, notamment celui d'ostéoporose par exemple, nous n'avons pas d'informations. Aucun médecin vient nous renseigner sur les risques liés à la transition. Par exemple, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'après des années sous hormones féminines, il est très difficile de revenir en arrière, parce que les hormones féminines conditionnent le corps, le système hormonal, et on peut se retrouver face à des gros risques d'ostéoporose, c'est-à-dire une maladie des os que l'on retrouve parfois chez les femmes ménopausées. À cause de discours militants qui sont parfois délirants, comme par exemple le fait que l'organe masculin, le pénis, serait le mal incarné, que la pénétration serait un acte patriarcal, certains militants vont jusqu'à la transition et jusqu'à des opérations de changement de sexe, et même certaines opérations qui sont uniquement à but politique, comme par exemple des vulvoplasties, c'est-à-dire que ces militants ne se font pas créer de canal vaginal comme dans le but d'une vaginoplastie, mais uniquement un simili de vulve qui leur permettra de, selon eux, ne plus participer au patriarcat. Pour eux, c'est un choix politique et idéologique extrême, car selon eux, la pénétration doit être abolie. Si l'on se retrouve à émettre des doutes ou à ressentir des effets négatifs, de la tristesse face à ce changement, les militants vont nous dire que, les militants en trans, vont nous dire que c'est parce qu'on n'a pas encore assez déconstruit notre masculinité, qu'on a encore des réflexes d'homme. Et donc, évidemment, il faut qu'on aille encore plus loin dans cette névrose, dans cette déconstruction, pour peut-être un jour accepter ce changement de vie sexuelle. Concernant le changement d'état civil, c'est à peu près comme dans la transition médicale. Tout, quand on veut transitionner, tout nous incite à toujours mentir. Les militants nous incitent à mentir sur les témoignages, ils mentent eux-mêmes sur les témoignages que l'on doit fournir au tribunal. On ne peut jamais être une personne authentique, on ne peut jamais parler de souffrances que l'on a, que l'on ressent. On doit sans cesse mentir à la fois sur son vécu et à la fois à ses proches. Par exemple, sur les témoignages demandés par le tribunal à l'état civil, mes proches militants m'inventaient une enfance. J'avais une enfance relativement normale de petit garçon, mais ces proches, pour justifier ma transsexualité, disaient que j'avais été un enfant efféminé, un garçon qui s'intéressait aux activités féminines, etc. On faisait d'ailleurs témoigner ces personnes alors que ces personnes ne m'avaient tout simplement pas connu enfant. Concernant mes parents et ma famille, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec eux, et quand j'avais annoncé mon désir de transition, ils se sont montrés très bienveillants. Ils ont simplement eu des interrogations, des inquiétudes sur ma santé ou d'autres choses. Mais dans les cercles militants, la moindre petite interrogation de la part d'un proche est vue comme une attaque transphobe, une agression. Et donc, quand on évolue dans ces milieux, ou que certaines personnes de notre entourage sont dans ces milieux militants, on nous apprend littéralement à détester nos proches. Suite à toutes ces années de transition et à ce processus, je finis par passer, c'est-à-dire ressembler complètement à une femme. Et là, certaines choses m'interrogent, puisqu'on me félicite sur cette performance, mais on ne parle jamais du soin qui était normalement visé à la base. Arrivé à la fin de la transition, alors que tout le monde me félicite et que je ressemble de manière convaincante à une femme, je me rends compte que je vais toujours aussi mal, que mon état psychologique ne s'est pas arrangé avec la transition, car en fait mes problèmes sont ailleurs. En vérité, comme beaucoup de personnes, c'est à la sortie de l'adolescence que mes vrais problèmes se règlent. Ma vie devient plus stable, je termine mes études, je commence à avoir un travail, et donc je peux plus me concentrer sur les vrais problèmes qui me faisaient souffrir quand j'étais ado. Et à ce moment-là, la transition devient en fait un véritable boulet au pied. Il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé à réfléchir à arrêter ma transition. Mais en vérité, pendant toutes les étapes de celle-ci, j'avais parfois des moments de doute. Je me sentais pas forcément mieux, je souffrais encore. Mais les militants LGBT et trans qui forment ces cercles culpabilisent sur l'arrêt des transitions, nous disent qu'on est des traîtres, nous disent qu'on cède à des pressions. J'ai eu le déclic et progressivement, j'ai entamé des démarches pour arrêter cette transition, en tout cas revenir à mon sexe naturel. Aujourd'hui, je vais mieux, j'ai entamé un vrai suivi avec une véritable psychiatre et des médecins plus professionnels.
Dans ma vie personnelle, j'ai réglé mes soucis qui en fait n'étaient pas du tout liés à une dysphorie de genre. Je témoigne aujourd'hui aussi pour alerter sur les diagnostics laxistes et expéditifs de dysphorie de genre et sur la surinterprétation qui est faite autour de ce trouble. Le message que j'aimerais faire passer aux jeunes, c'est de, si vous vous sentez mal pendant votre adolescence, n'émettez pas directement la conclusion que c'est une dysphorie de genre malgré tous les discours militants qui martèlent ça à longueur de journée. Essayez de prendre du recul sur la situation, de vraiment vous entourer, d'aller voir des professionnels compétents et nuancés sur la question. Ne vous lancez pas à corps et âme directement dans un processus médical et administratif. Un processus qui sera probablement douloureux, définitif et irréversible.